Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de notre dernière étude en date qui s'appelle Influence Forward, qui est un baromètre, une description de ce qu'est aujourd'hui le marketing des influenceurs. Cette étude elle a comme caractéristique de s'adresser à la fois aux influenceurs et aux annonceurs. Aux influenceurs, pourquoi? Parce que ce sont des influenceurs qui ont répondu aux différentes questions qu'on pouvait se poser à propos de leur pratique de l'influence. Et c'était normal, naturel, d'être transparent à leur égard et de partager dans un premier temps avec eux les résultats de cette étude. Eux, ils étaient intéressés de répondre parce qu'ils voulaient évaluer leur pratique par rapport à la moyenne des pratiques des gens qui ont répondu à l'étude. Ce qui est amusant, c'est de se dire que quand on fait cet exercice de présenter cette étude à deux publics bien différents, les influenceurs, on ne les appelle pas vraiment des influenceurs quand on s'adresse à eux, on les appelle plutôt des makers, des creative makers, des gens qui vont publier sur Internet des contenus quel que soit leur statut, qu'ils soient amateurs ou professionnels, mais en tout cas qui provient d'une passion. J'y reviendrai tout à l'heure. Et quand on parle aux annonceurs, eh bien, on ne parle pas de creative makers, on parle vraiment d'influenceurs. C'est le terme consacré pour parler du marketing qui s'adresse aux personnes qui ont de l'influence sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les personnes qui vont avoir des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube, le même niveau d'exposition sur Twitter, sur Facebook, sur leur blog, ce type de personnes qui vont avoir un rôle de transmission de l'information d'une marque à l'égard de leur public. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, quelle pratique et tendance du marketing de l'influence digitale? En tant qu'agence de communication digitale, tous les ans, ça ressort. 2015, 2014, 2016, c'est toujours l'année du marketing des influenceurs. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans les revues spécialisées. Donc 2017 ne fait pas exception. C'est encore une fois l'année du marketing des influenceurs. Il y a une réalité derrière ça. C'est pour vous montrer une illustration. En 2014, on disait qu'il y a une explosion du marketing des influenceurs. En 2017, on va dire que ça va exploser. Donc en fait, voilà, on est toujours dans cette logique de forte croissance. Et c'est vrai, on le ressent, il y a de plus en plus de demandes à ce niveau-là. Il y a de plus en plus surtout d'intérêt à l'égard des retombées qui vont être générées par ce marketing des influenceurs. Nous, chez Even, on en fait depuis 2001. Le marketing des influenceurs a changé avec les différentes plateformes, a changé avec les pratiques du digital. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, en 2015, on avait fait une étude similaire qui s'appelait No Filter pour le jeu de mots, le hashtag, je ne sais pas si vous voyez sur Instagram. Quand c'est tellement beau sur Instagram, quand la photo est tellement belle sur Instagram, par exemple, si on prend une photo de la plage de la Baule, en ce moment, il n'y a pas besoin de rajouter un filtre pour améliorer le rendu visuel de la photo qu'on va publier sur Instagram. Donc, c'est No Filter. C'était pour parler des influenceurs sur Instagram. Cette étude a été faite en 2015. On a repris globalement la trame de cette étude de 2015 pour la refaire, la réadministrer en 2017 et observer les évolutions des usages. Donc deux parties dans cette présentation, une partie sur les usages des influenceurs pour décrypter qui ils sont, que font-ils, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils aiment faire, et puis une deuxième partie plus sur les tendances pour vous montrer quelques exemples d'opérations qui peuvent être réalisées dans le cadre du marketing des influenceurs. Alors, quelques avant-propos méthodologiques, c'est assez difficile d'avoir des quotas très précis quand on fait ce type d'enquête, parce qu'on ne sait pas exactement, c'est pas une catégorie INSEE d'être influenceur. Donc nous, on a la chance de travailler avec des influenceurs depuis longtemps, on a interrogé notre base de données, qu'on sait être représentative du fait de la diversité de nos clients et du fait qu'on a une forte expérience dans le sujet. Et ces personnes-là nous ont répondu sur les quelques milliers d'influenceurs avec lesquels on travaille. Il y en a 200 qui ont répondu à ce questionnaire. Ça peut paraître peu et à la fois c'est énorme par rapport à cette population qui est assez restreinte. Comment on a assuré la représentativité des résultats? D'abord, pas mal de répondants. Deuxièmement, des profils diversifiés. On leur a posé la question de savoir sur quel sujet ils parlaient, ils s'exprimaient. Et puis, comme je vous disais, une expérience au long cours. Néanmoins, il y a d'autres études, si ça vous intéresse, vous avez ces références-là qui vous permettent de contextualiser les résultats de notre étude par rapport à d'autres sources de données. Nous, on les regarde, ça nous permet de voir où est-ce qu'il peut y avoir des différences dans les résultats ou plutôt des convergences. Alors, premier point, une introduction paritaire pour déjà décrire qui sont les influenceurs sur Internet, et on est dans un contexte très paritaire, c'est-à-dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes, à peu près, globalement. Il y a pas un tout petit peu plus d'hommes, mais enfin, c'est assez insignifiant. Ce qui est intéressant, c'est de voir
ou est-ce qu'il peut y avoir des différences de genre en fonction des thématiques? Et c'est là où on voit que malheureusement, voilà, il y a des thèmes qui sont très genrés. Là où les thèmes sont les plus genrés, c'est plutôt sur les thèmes qui sont féminins, notamment sur la beauté, la déco et les blogueuses do it yourself par exemple. Elles sont à 88% des femmes et donc seulement à 12% des hommes. Bonne nouvelle. Sur les jeux vidéo, le high-tech, les entreprises B2B, qui sont là, on le voit plutôt préempté par des personnalités masculines. La proportion de femmes est assez conséquente néanmoins. Par exemple, il y a 22% de femmes parmi les influenceurs jeux vidéo. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les motive à passer du temps, à consacrer ce temps à écrire à propos d'un sujet X ou Y? Et là, il y a une réponse qui est absolument unanime. C'est la passion. C'est vraiment la source de leur ambition, la source de leur volonté d'écrire à propos sur Internet et de façon publique. Tous nous ont dit, voilà, moi, ma motivation, c'est l'envie de partager à propos de mes passions. C'est intéressant de voir qu'il y a une telle convergence des façons d'exprimer sa motivation. J'y vois là peut-être la meilleure définition qu'on peut faire d'un influenceur, c'est-à-dire quelqu'un qui est passionné par quelque chose et qui a besoin de l'exprimer, qui a envie de l'exprimer, de le diffuser de façon publique sur Internet. Bon, il y a d'autres motivations qui arrivent à un second plan, mais qui sont néanmoins là. Il y a principalement une recherche d'autonomie financière. Ça, c'est assez intéressant, on reviendra sur ce point. Rechercher, créer son job, en fait, parce que être blogueur, être youtubeur, c'est un moyen de générer des revenus. Donc, il y a ce point-là. Après, il y a tout ce qui est le côté un peu frustration. J'aurais voulu être journaliste spécialisé sur tel sujet, mais malheureusement, la vie a fait que je fais autre chose. Et bon, dans mon temps libre, je deviens influenceur sur ce sujet. Et puis, je me moque un peu, mais il y a de ça. Il y a ce côté un peu altruiste qu'on retrouve, je dis ça de façon un peu ironique, mais c'est intéressant de voir comment ça a été formulé. Avec cette citation, on m'a souvent conseillé de partager mes connaissances et mes conseils sur Internet plutôt que de me limiter à mes proches. Voilà, c'est ce besoin d'exprimer, ce besoin de prendre la parole sur un sujet. Après, voilà, on voit c'est la générosité même qui les motive. Voilà. Après, il y a des avantages qui sont recherchés. Par exemple, j'aime tester du matériel et m'exprimer sur un sujet qui peut nécessiter des achats de produits onéreux, eh bien, ça me permet de les recevoir gratuitement. C'est une des sources de motivation. Où se trouvent ces influenceurs? Ils se trouvent, pour faire simple, là où se trouvent les audiences. Alors, ils se trouvent très majoritairement sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a quelques années, quand on parlait des influenceurs sur le web, on parlait des blogueurs. Aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens. Aujourd'hui, les influenceurs sont vraiment sur les médias sociaux, les plateformes, ces plateformes où on va retrouver aussi la plupart des audiences. Si on compare par rapport à 2015, il y a eu deux fortes augmentations très significatives. La plus importante, c'est sur Snapchat. Il y a eu plus 25 points de prévalence, de présence sur Snapchat des influenceurs. Ils sont 33% à être présents sur Snapchat, à diffuser du contenu sur Snapchat. Et puis Instagram, qui est rentré dans le top 3 des plateformes sur lesquelles les influenceurs diffusent du contenu et qui aujourd'hui est au niveau de Twitter. Ces données datent de janvier. On peut être à peu près certain qu'aujourd'hui, Instagram a pu dépasser Twitter ou va le dépasser assez rapidement. Le blog reste néanmoins la 4e des plateformes la plus usitée par les influenceurs. Ils sont présents sur autant de plateformes qu'il y a de plateformes disponibles aux audiences, et ils sont présents finalement sur énormément de plateformes différentes. En moyenne, ils diffusent leur contenu sur 5 plateformes différentes, donc ils sont multicanales pour la grande majorité d'entre eux. Et il y a une petite augmentation entre 2015 et 2017, et ils sont un petit peu plus nombreux, 70%, à déclarer spécialiser leur contenu en fonction du canal de diffusion. C'est-à-dire qu'ils vont faire un contenu un petit peu différent en fonction de la plateforme sur laquelle ils vont diffuser. On ne fait pas exactement le même contenu sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Ça marche plus ? Ah,
ça y est, pardon. Pourquoi ils sont sur plusieurs plateformes? C'est avant tout pour élargir leur audience et dans un deuxième temps pour augmenter le nombre d'interactions, c'est-à-dire le nombre de likes, le nombre d'abonnés, le nombre de commentaires. On a pu le percevoir de façon très, très claire. À l'époque, il y a quelques années, les commentaires se faisaient sur les blogs. Aujourd'hui, ils se font beaucoup plus sur les plateformes type Facebook. Est-ce qu'il y a des différences en fonction des thématiques? Oui. Il y a des différences très fortes. En fonction des thématiques sur lesquelles on est présent, si par exemple on a une marque qui qui parle de cinéma, on va voir que les influenceurs sont avant tout sur des blogs et puis après sur Twitter. On va retrouver des vraies différences en fonction des secteurs d'activité. Par exemple, pour la mode, c'est d'abord sur Instagram qu'on va trouver que les influenceurs vont s'exprimer, et puis après sur Facebook. Après, ces différences de plateforme s'expliquent assez logiquement. Sur le cinéma, quand on est un influenceur, on fait principalement des critiques des films qu'on a vus ou qu'on veut voir. Et donc, on a besoin d'un blog pour pouvoir diffuser l'ensemble de ce contenu. Quand on est dans la mode, on a besoin de diffuser des outfits, on a besoin de diffuser des photos de nos tenues. Et donc, pour ça, il nous faut une plateforme visuelle type Instagram. On aura demandé à ces influenceurs quels étaient les bénéfices propres à chaque plateforme. Dans la plupart des études sur les influenceurs, vous verrez jamais une différenciation des réponses en fonction des plateformes principales. J'entends par plateforme principale, quelle est la plateforme sur laquelle ils ont le plus d'audience. On le voit, ils sont présents sur 5 plateformes différentes, mais ils en ont toujours une qui va être leur principale, qui va être celle sur laquelle ils vont avoir le plus d'audience, celle souvent sur laquelle ils ont commencé à écrire et à diffuser leur contenu. Et cette origine de la diffusion de leur contenu conditionne complètement leurs questions. C'est-à-dire si vous demandez à un YouTuber où est-ce qu'il faut que j'aille pour diffuser mon contenu, le YouTuber va toujours vous dire YouTube. Un Instagrammeur, vous lui posez la même question, il va toujours dire Instagram. Ça conditionne totalement les réponses qu'ils vont apporter. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand il y a des divergences, quand il y a des anomalies, quand un YouTuber dit « Ouh là là, non, c'est pas sur ma plateforme qu'il faut réaliser tel type d'action » ou c'est pas sur cette plateforme qu'on va pouvoir tirer tel bénéfice. Par exemple, pour échanger avec ses pairs, on le voit, Twitter est la plateforme de l'expertise, la plateforme sur laquelle tous les influenceurs vont dire qu'il est le plus facile et on va tirer le plus de bénéfices à échanger entre pairs. De même, fournir un contenu de qualité, et ben, très bizarrement, c'est sur les blogs que la plupart des influenceurs vont dire qu'il faut se tourner, sauf pour les youtubeurs. Est-ce qu'il y a des niveaux d'audience différenciés en fonction des plateformes d'origine? Oui. Si pour les Instagrammeurs, les blogueurs Instagrammeurs et blogueurs, en gros, la plupart des influenceurs avec lesquels les agences de communication vont travailler vont avoir entre 10 000 et 100 000 abonnés. C'est sur YouTube qu'il va y avoir les audiences les plus importantes en moyenne. C'est aussi sur YouTube où il y a le moins d'influenceurs. Et c'est sur Twitter que les audiences vont être les plus faibles. Est-ce qu'ils ont l'impression d'être de plus en plus sollicités par les marques? Oui, très largement. Ça se corrèle bien avec ce que je disais en introduction sur l'année de l'influence. 60% des influenceurs nous répondent qu'ils sont de plus en plus sollicités par les marques. Est-ce qu'ils sont autonomes financièrement? Est-ce que c'est une réalité de pouvoir vivre de la création de contenu sur Internet? Oui, c'est une réalité. C'est pour 17% des répondants, c'est leur principale source de revenus. Pour 21% d'entre eux, c'est une source de revenus complémentaire. Donc on voit que d'une part, ça légitime bien le fait qu'on peut gagner sa vie en créant du contenu, en étant youtubeur, en étant blogueur. C'est pas une infime minorité, c'est une proportion qui est non négligeable. Et puis, dans tous les cas, ça permet pour 35% d'avoir des avantages en nature, soit de façon très régulière, soit pour 25% pardon, de façon occasionnelle. En revanche, ils sont totalement autonomes et scellés plutôt d'un point de vue commercial. C'est-à-dire que quand vous faites une opération de marketing d'influenceur, dans 95% des cas, c'est l'influenceur lui-même qui va négocier ses droits, qui va négocier le contenu qu'il va créer pour la marque. Il n'est quasiment jamais représenté. Bien sûr, ceux qui sont représentés par des agents ou par des réseaux sont les plus gros, mais pour la très grande majorité d'entre eux, ils sont autonomes d'un point de vue commercial.
Quelles sont leurs sources de revenus? Il y a 2 ans, c'était très largement les contenus sponsorisés qu'ils citaient comme étant la première source de contenu. Alors, contenu sponsorisé, ce qu'il faut entendre, c'est un article qu'ils ont écrit par eux-mêmes ou qui a été proposé par la marque et qui a été diffusé sur leur canal de communication. Cette source de revenus reste la numéro 1 auprès des influenceurs, mais est en très forte baisse parce qu'apparaît le terme de collab, le terme de collaboration, qui est une façon un peu plus positive de parler de la relation entre une marque et un influenceur, c'est-à-dire que l'influenceur va créer un contenu en accord avec la marque, plus ou moins supervisé avec la marque, mais on va considérer que c'est une collaboration et non pas un contenu sponsorisé. Bon, c'est beaucoup de sémantique là-dedans, mais c'est le terme aujourd'hui qui apparaît, qui a à avoir la plus forte croissance. Pardon. Pourquoi un influenceur pourrait travailler, diffuser du contenu gratuitement? La première des choses, le premier des critères, c'est l'amour de la marque. Vraiment, l'amour d'une marque va inciter les influenceurs à ne pas demander de rémunération pour diffuser un communiqué de presse, pour diffuser une information de la marque. D'où l'importance de voir son capital de marque comme un élément qui peut servir de négociation aussi auprès des influenceurs. Après, les autres raisons qui vont inciter des influenceurs à travailler gratuitement, l'intérêt de l'information communiquée ou la valeur ou l'exclusivité de l'information. Qu'est-ce qu'ils attendent le plus en tant qu'influenceur? S'il y a un conseil à donner lorsque vous faites une opération de marketing des influenceurs, c'est un conseil de bon sens, mais c'est de lire le plus possible le contenu ou de voir le plus possible le contenu qui a été publié par l'influenceur. C'est le principal des reproches qui est formulé par les influenceurs, c'est que les communicants, les personnes qui vont prendre contact avec eux, les contactent parce qu'ils ont vu des chiffres d'influence, ils ont vu un nombre de followers, ils ont vu un nombre d'abonnés, de vues, mais en fait, ils ne connaissent pas vraiment ce que dit la personne, ils ne connaissent pas ses centres d'intérêt plus que ça. Ce qui les intéresse, c'est leur portée et pas leur contenu. Il faut vraiment changer cette façon de voir les choses et mettre le contenu en premier et en deuxième la portée. Enfin, on leur a posé la question de savoir est-ce qu'ils avaient des conseils à donner à des influenceurs, quelles étaient les plateformes qu'ils conseillaient d'utiliser aux annonceurs pour répondre à tels objectifs. Là encore, ce qui est intéressant de voir, c'est les différentes anomalies. Pour générer du trafic sur un site, les influenceurs, quelle que soit leur origine, recommandent de s'adresser à des blogueurs. Pour ce qui est de faire tester un produit, là c'est plutôt partagé, ou de recueillir ou gérer des plaintes de clients, là c'est plutôt sur Twitter qu'ils recommandent d'aller. Point saillant aussi de cette étude qui permet de bien comprendre aujourd'hui quelles sont les pratiques des influenceurs. Les influenceurs sont donc autonomes financièrement, autonomes commercialement et autonomes aussi dans leur marketing et leur promotion. Ils sont aujourd'hui une majorité à eux-mêmes réaliser des campagnes de communication pour promouvoir leur contenu. Concrètement, ils achètent des vues, ils achètent de la visibilité sur Facebook pour pouvoir montrer leur contenu, le contenu qu'ils écrivent auprès du plus possible de personnes et ainsi faire la promotion de leur influence auprès des annonceurs qui vont les rémunérer par derrière. Exactement comme les médias qui vont payer pour pouvoir donner de la visibilité à leur contenu, aujourd'hui les influenceurs sont dans cette logique-là. Et c'est une logique qui est donc majoritairement partagée par les influenceurs. C'est un petit changement de paradigme. En marketing des influenceurs, tout ça, ça a un but. C'est pour faire baisser le coût au contact. C'est-à-dire faire baisser le coût à la vue. On appelle ça des budgets d'optimisation. On rajoute sur une opération du marketing des influenceurs, je donne un chiffre au hasard, on dépense 10 000 € pour faire une opération avec du marketing des influenceurs. Aujourd'hui, on va mettre en plus, ou on va consacrer sur ces 10 000 € un pourcentage de 30-50% de ce budget à la médiatisation du résultat de la collaboration avec l'influenceur pour pouvoir faire baisser le coût global à la vue du résultat de l'opération. Voilà, alors quelques enseignements clés sur cette partie, donc très forte homogénéité des motivations et sur ce qui définit sur ce qui définit un influenceur, c'est l'envie de partager à propos de ses passions, une forte segmentation des réponses en fonction des plateformes d'expression principales, et puis des demandes de plus d'originalité, de plus de prise en considération de leur personnalité lorsqu'on fait des opérations avec eux. J'ai passé à la deuxième partie, je ne sais pas du tout quelle heure il est, si je suis en avance ou en retard.
Ça va. Je vais juste revenir, avant de montrer les tendances, rappeler quelles étaient les fonctions de l'influenceur. Parce qu'on a toujours tendance à considérer l'influenceur uniquement comme un porte-voix qui a accès à une audience facilement, et donc on espère qu'il va pouvoir parler de notre produit, de notre marque, de notre contenu à son audience. En réalité, la première des fonctions de l'influenceur, c'est de voir un peu l'influenceur comme le mythe de Cendrillon. L'influenceur, c'est le chaînon manquant entre le consommateur qui a très peu de pouvoir auprès des marques pour les inciter à faire quelque chose, ou qui a très peu de contact avec les marques, et la star. Pourquoi je parle du mythe de Cendrillon ? Tout le discours qu'on a pu voir dans les médias qui consiste à montrer des influenceurs qui sont passés de leur chambre d'adolescent où ils écrivaient des articles sur les défilés Chanel et à passer au premier rang du défilé Chanel, c'est la création d'un mythe de la girls next door ou du copain d'à côté qui, grâce à son talent, grâce à sa passion, a réussi à compter pour la marque, a réussi à avoir cette célébrité-là. Et ce mythe-là, qu'on retrouve dans des personnalités type Enjoy Phoenix ou ce genre de choses, c'est les bonnes copines qui ont réussi grâce à leur talent et par elles-mêmes. Elles représentent, elles ont une fonction symbolique très forte pour les marques. Deuxième fonction, c'est l'adaptation de l'information. C'est les influenceurs ont la capacité de moduler les termes, d'interpréter les contenus qui sont fournis par les marques pour les rendre plus engageants auprès de leur audience. Donc c'est la transformation de l'information. Et puis la troisième fonction, c'est celle qu'on met toujours en premier. Je sais que je me répète, mais c'est cette fonction quand même de porte-voix. C'est-à-dire que quand on est une marque et qu'on a 10 000 abonnés sur sa page Facebook, je caricature, et qu'on a face à soi des influenceurs qui en ont bien plus, eh bien, effectivement, ça nous intéresse de pouvoir faire en sorte que ces personnes diffusent ce contenu parce qu'ils ont plus de poids que moi, ils ont plus de force. À partir de ces trois fonctions, on peut déterminer trois champs de tendance. Le premier champ de tendance, c'est quels sont les profils d'influenceurs. Quels sont les nouveaux visages de l'influence. Le deuxième champ de tendance, c'est le champ sur la transmission. Comment on peut transmettre l'information? Quels sont les types d'opérations qu'on peut mettre en place pour transmettre de l'information par le canal des influenceurs? Et puis le troisième champ d'innovation, c'est la relation monétaire. Comment évoluent les relations avec les influenceurs? Alors, je vais vous montrer quelques exemples, peut-être que certains que vous connaissez. Parmi les nouveaux visages, un de ceux qu'on connaît le plus, c'est les family vlogs, c'est-à-dire c'est les familles, les papas, les mamans qui se mettent avec leurs enfants pour présenter les produits qui leur ont été envoyés ou qu'ils ont achetés et de faire des vidéos à ce sujet. Je vous propose de regarder très rapidement une petite vidéo. Bienvenue chez la Family Geek. Bonjour à tous. Aujourd'hui on est dimanche, qui dit dimanche du courrier des abonnés, mais avant, le zap de la semaine. Vas-y, on envoie un selfie à Christina, on s'en fout. Qui dit mercredi dit Pokémon, et là j'ai 3 boosters Soleil et Lune à vous me présenter. Donc on a Archer. De micro en XLR plus orienté professionnel. Par quoi vous voulez qu'on commence? Le bleu? Le rouge? Et on commence par un petit panier de courrier et pas de Yoplait. Vidéo sponsorisée. Non. Voilà. Je suis désolé, elle est un petit peu longue, mais je voulais arriver à cette expression sur le visage de la maman quand le papa a dit une vidéo sponsorisée. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué son petit rictus. Il y avait deux choses qui étaient intéressantes dans cette vidéo pour moi. C'est d'une part la disposition. Trois choses. Première chose, la disposition, les deux parents et l'enfant au milieu. C'est assez intéressant et c'est souvent comme ça. Et deuxième chose, c'est le zap de la semaine. C'est-à-dire qu'il y a tous les jours une vidéo
qui est publié par cette famille. Et troisième chose, voilà, c'était ce petit rictus par rapport à quand le papa explique que c'est, rigole sur le fait que c'est une vidéo sponsorisée. Ça montre bien on va dire la sensibilité que peuvent avoir les influenceurs sur ce type de sujet. Et c'est clair, je veux dire, les influenceurs passent leur temps à recevoir des contenus et donc peuvent être soupçonnés d'avoir un contenu qui est orienté à cause de leur relation avec les marques. Deuxième type de nouveaux visages, donc là c'est les enfants, mais sans les parents. Donc ça peut commencer très jeune, ça peut commencer à 9 ans, après c'est les adolescents. Il y en a qui sont, plus on commence tôt, mieux on est, meilleur on est, pardon. Ce qui est de rigolo, c'est d'entendre certains adolescents qui vont dire que le métier qu'ils rêvent de réaliser, qu'ils rêvent de faire quand ils seront plus grands, c'est youtubeur et c'est plus footballeur. Donc il y a cet attrait-là. D'ailleurs, comment devenir un youtubeur, c'était un livre qui était parmi les meilleures ventes sur Amazon à Noël. On l'a acheté pour voir ce que ça donne. C'est assez illisible, mais enfin bon, ça a été pas mal vendu. Je vais vous montrer un exemple d'Adèle qui a un petit peu grandi depuis cette vidéo, c'est normal. Mais c'est intéressant de voir comment elle s'exprime et de voir à quel point elle est professionnelle. Jusqu'aujourd'hui, quand je recevais un commentaire « Eh, toi aussi t'es une 2000 », bah tu vois, je bloquais, normal, ça fait peur. Aujourd'hui, je me dis qu'avec mon expérience, oui parce que je suis née le 24 octobre 2001, mais avec mon expérience, même si j'ai encore un tas de choses à apprendre, je peux vous venir en aide les 2000 et augmenter un peu votre code de respect pour vous-même. Si vous n'êtes pas concerné par la vidéo, restez quand même, pour mes statistiques, mon référencement sur YouTube et donc l'argent. Oui, bah je suis transparente avec les gens. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là sur cette vidéo. Ce qui est marquant, frappant sur cette vidéo, c'est sa maîtrise de la caméra, son expression, elle est super forte. En même temps, ça fait depuis plusieurs années qu'elle le fait, donc elle progresse. Et puis aussi sa maturité à l'égard de l'argent, elle en parle de sa vidéo. Alors juste pour décrypter un petit peu, on a eu un petit peu de mal à comprendre tout de suite. Un 2000, c'est ce que dans le jargon marketing on appelle un millennials, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est né dans les années 2000. Voilà. Autre nouveau visage, les musers. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme. On la connaît surtout quand on a entre 13 et 16 ans et qu'on est une fille. C'est une plateforme sur laquelle, c'est une application mobile sur laquelle on va faire du lip syncing sur des extraits de chansons. Se développe de plus en plus cette expression et en France, il y a déjà 1,6 million d'utilisateurs. Je vais vous montrer un exemple, vous pouvez lancer la vidéo. Un exemple de ce à quoi ça ressemble, une vidéo de Muser. Have you ever had a dream that you could do? You and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter, c'est fini. C'est étonnant de maîtrise et c'est un style en soi que de jouer avec son smartphone pour pouvoir se filmer de façon synchronisée avec la musique. Et il y a plein de gamins qui ont énormément de talent en faisant ça. Autre nouveau visage dont on a beaucoup parlé dans le marketing des influenceurs, c'est les e-sportifs. Ils gagnent beaucoup d'argent grâce aux compétitions, mais ils sont aussi des étendards des différentes marques et on peut les utiliser pour faire du marketing des influenceurs. Notamment, vous savez, ils habitent dans des maisons où ils sont tous ensemble pour pouvoir jouer aux jeux vidéo pendant tout le temps, quoi, quand ils veulent. Et donc, ils vivent un peu en communauté, comme en mode Love Story ou Big Brother. Et ça peut être intéressant d'utiliser cette configuration pour des opérations de marketing d'influence. Autre nouveau visage des influenceurs, les streamers, ces personnes qui sont nées avec la diffusion de Facebook Live, de Periscope avant et encore avant de Twitch, qui est une plateforme de live streaming pour le jeu vidéo. Ces personnes-là vont être très clairement le nouveau visage des principales peut-être des nouveaux influenceurs. Autre nouveau visage, les personnes qui vont gérer des groupes
des chats, des serveurs, des channels sur les plateformes sur les applications de messagerie. Ça va se développer de plus en plus, notamment, je ne sais pas si vous utilisez Telegram, qui est une application cryptée, qui, comme WhatsApp, mais simplement elle a une meilleure réputation. Et sur Telegram, on peut créer des channels qui sont publics, et donc si on a un channel, c'est exactement comme si on a une chaîne YouTube. Ça devient un espace de diffusion de son influence. Je vous donne un exemple. Là, c'est par exemple un channel pour apprendre l'anglais, où il y a quelqu'un qui envoie des tips avec des petites questions sur l'anglais. Ils ont 11 000 membres. Ça reste petit pour l'instant. Il n'y a pas des gros channels qui existent pour le moment, mais on peut tout à fait imaginer des channels sur Facebook Messenger, sur WhatsApp, sur Telegram, qui vont être dédiés à des sujets très grand public comme la mode, les jeux vidéo, la technologie, et qui vont réussir à agréger énormément de contenu parce que les audiences sont là. Les audiences utilisent déjà WhatsApp. Et puis dernier exemple de nouveaux visages, on est dans l'extrême absolu, c'est les faux influenceurs. Je ne sais pas si vous pouvez lancer la vidéo. Ouais, elle est cachée, la vidéo, en fait. Ça devrait marcher. Enfin, c'est les influenceurs qui sont des personnages 3D. Je pense que c'est OK. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un visage réel en tant qu'influenceur ? Plus forcément. On peut tout à fait créer un influenceur qui soit un personnage 3D. Bon, tant pis si la vidéo ne fonctionne pas, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que cette influenceuse, entre guillemets, ce personnage 3D qui a sa propre chaîne YouTube, elle fait des vidéos pour tester quoi ? Pour tester des expériences de réalité virtuelle. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Des personnages 3D qui font des tests de réalité virtuelle. Voilà. Et ça marche plutôt pas mal. Bon, c'est en japonais pour l'instant, ça n'existe pas en France, mais ça peut préfigurer de ce que vont être les visages de l'influence. Dernier nouveau visage de l'influence, c'est ce qu'on appelle les super fans ou les top fans, des pré-influenceurs. Ce sont toutes les personnes qui sont sur des pages Facebook de marques, qui ne sont pas super influents, qui n'ont pas des dizaines de milliers de followers ou d'amis, mais qui sont hyper actifs à l'égard de la marque. Parce que quand on est une marque et qu'on a 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions de fans sur sa page Facebook, en fait on a tout le monde. On n'a plus vraiment des fans, on a des gens qui ont acheté son produit. Et parmi l'ensemble de ces fans, on ne sait pas reconnaître qui est vraiment motivé pour diffuser du contenu à propos de sa marque et pour le valoriser. Et bien, cette notion de top fan, c'est un visage de ce que peut être les influenceurs demain. C'est-à-dire c'est une nouvelle catégorie d'influenceurs qui peuvent faire l'objet de nouvelles opérations. C'est de plus en plus utilisé, notamment pour les produits de grande consommation, que ce soit des Procter & Gamble ou Microsoft, par exemple, fait très attention à cette catégorie d'influenceurs. Alors maintenant, quelques exemples d'opérations qui ont pu être mises en place et qui préfigurent de l'avenir. Une opération pour la marque Pepe Jeans, ce qui est intéressant, c'est d'avoir créé une vidéo avec une célébrité et des influenceurs et d'avoir inclus dans cette vidéo une mécanique qui permet aux utilisateurs de rajouter, d'insérer leur propre contenu, par exemple des photos ou alors des vidéos que les personnes qui vont regarder ce contenu vont créer. Autre exemple de collaboration, d'opération de marketing d'influence, c'est une opération pour British Airways qui a eu l'idée d'affréter un vol entre Los Angeles et Londres, dans lequel ils ont mis que des influenceurs de tout type, c'est-à-dire des youtubeurs mais aussi des penseurs, voilà, et pour leur demander de réfléchir à ce que pourrait être l'avenir du service, des services d'une compagnie aérienne. Et donc, bien sûr, ils ont fait des reportages là-dessus. Enfin, c'est hyper intéressant et ça crée une expérience qui est extrêmement marquante pour les personnes qui ont pu la réaliser. Avoir un avion comme ça affrété pour soi, c'est quand même assez génial. Un exemple que vous avez dû voir à la télé et pour lequel on a participé, c'est l'opération Venez vérifier de Fleury Michon. Donc c'était une opération qui a été relayée à la télé, etc. Enfin, il y a eu des films télé, etc. qui ont été faits. En termes de marketing d'influence, ça a été décliné de la manière suivante. On a
casté des influenceurs qui avaient une forme de crédibilité auprès de leurs audiences, et on a fait avec Fleury Michon le pari de les envoyer en Alaska sur un chalutier pour voir comment on pêchait le poisson qui servait à faire du surimi. Parce que c'était l'objectif, c'était cette idée de transparence absolue, faire en sorte que voilà, les influenceurs se faisaient les yeux des consommateurs, et donc on les emmenait au bout du bout de la chaîne de production. Donc on les a emmenés à la fois en Alaska, bon pas tous, hein, puis ils ont dû tester, on a dû déjà tester leur capacité de résistance au froid, il a fallu les balancer dans l'eau froide, donc ils n'ont pas tous aimé, c'était assez rigolo, et en tout cas c'est une opération type de marketing d'influence qui est une déclinaison d'une campagne de communication plus globale. Le takeover citoyen, ça c'est ce qu'a fait la Suède très récemment. Ils ont takeover, c'est la prise en main des canaux de communication par quelqu'un d'autre. Souvent les marques disent « Ah, moi je sais pas faire du Snapchat, je vais laisser une influenceuse ou un influenceur Snapchat faire un takeover sur mon compte Snapchat, comme ça elle va créer du contenu qui va être adapté à l'audience sur Snapchat. » Eh bien, en Suède, ils ont laissé des citoyens prendre la main sur le compte officiel Twitter de la Suède. Et donc là c'est un exemple assez rigolo. Max, qui avait le compte de la Suède pendant une semaine, il a tout de suite parlé, il a directement parlé avec Donald Trump quand il avait donné de fausses informations sur un attentat, je crois. Les autres types d'opérations, les communautés globales, c'est-à-dire faire des opérations où on fait venir à la fois des influenceurs de différents marchés. Un exemple pour Guerlain qui a été fait cette année, où on a fait venir des influenceurs par exemple du Moyen-Orient, des influenceurs de différents marchés clés pour Guerlain, on les a invités à Paris et on les a fait faire des petites vidéos ensemble qui étaient des petits challenges, par exemple mettre du mascara avec du vent dans la figure, enfin bref, des trucs un peu engagés, mais qui étaient rigolos et qui, en tout cas, qui permettaient de concevoir des opérations globales avec des influenceurs. Nouvelle modalité de collaboration maintenant dans les deals en fait. Comment on peut dealer avec un influenceur? Il y a la news importante de 2016 à ce sujet-là, c'est quand Amazon, qui a son propre réseau d'influenceurs pour pouvoir écrire des avis à propos des produits qui sont vendus sur Amazon, a dit « Écoutez, on se rend compte qu'il y a des avis qui sont téléguidés par des agences de communication, on interdit ça. C'est fini. On ne veut absolument pas que n'importe quelle agence tiers puisse exploiter les avis Amazon pour pour faciliter la diffusion d'avis. » Donc ça, c'était interdit. Mais ça a été interdit pour les tiers, mais pas pour Amazon. Comme ça, ils ont gardé la main sur leur programme d'influenceurs qui est interne à Amazon et qui s'appelle le Amazon Vine ou le club des testeurs Amazon en France, même si c'est pas hyper connu en France. Et ça, c'est capital. Ça veut dire que c'est une grosse tendance, c'est la tendance des plateformes où se situe l'influence à récupérer le business de l'influence. Nouvelle collaboration, nouvelle modalité de collaboration, vous l'avez vu, c'est cet exemple totalement à 360 avec à la fois les affiches pour les Galeries Lafayette avec Garance Doré, mais aussi son investissement personnel quand elle a invité des clients des Galeries Lafayette à venir la voir à New York. Elle a fait sa sélection de produits. Bref, c'est l'association avec un influenceur de manière très 360. Nouvelle modalité de collaboration, les salons aussi, vous l'avez peut-être vu, notamment le salon qui vient juste d'avoir lieu, enfin il y a un mois, le Video City, où on voyait des adolescents totalement extatiques devant des youtubeurs, un peu comme dans les années 60. Dans les années 60, il y avait des masses, bref, une grande excitation quand il y avait des stars qui pouvaient arriver. Autre type nouvelle modalité d'interaction, le salon des blogueurs de voyage. Là, c'est les offices de tourisme qui vont dans un salon, qui se posent à leur stand et qui attendent que les influenceurs viennent les voir pour leur proposer ce qu'ils font, c'est-à-dire est-ce qu'ils font des vidéos, est-ce qu'ils font des articles, etc. Et après, comme ça, les offices de tourisme peuvent sélectionner les personnes qu'elles vont inviter dans leur destination pour relayer leur contenu. Ce qui change beaucoup dans les modalités d'interaction, toujours entre influenceurs et marques, c'est les plateformes qui automatisent
qui automatise la relation. Les influenceurs s'inscrivent sur des plateformes sur lesquelles les marques vont pouvoir sélectionner les influenceurs avec lesquels ils vont travailler. La plus connue, c'est Fembyte, qui est une plateforme qui vient d'être achetée par Google. Il y a d'autres types de plateformes, et ce qui est intéressant, c'est de voir les modèles qui sont mis en place, notamment ce modèle qui s'appelle Octoly. Là, c'est une plateforme où la promesse qui est faite aux influenceurs, c'est « venez chez nous, influenceurs, venez chez nous. Chez nous, nous, on est un magasin gratuit. Vous allez pouvoir choisir tous les produits que vous voulez, des produits qui sont mis à disposition par les marques. » Voilà, c'est leur positionnement. Le premier magasin 100% gratuit pour les créateurs. Voilà. Donc c'est un nouveau modèle, enfin c'est super, hein. Être influenceur, ça permet d'accéder à ce type de plateforme. Quelles sont les promesses qui sont apportées par ce type de plateforme et pourquoi elles se développent de plus en plus? C'est parce qu'elles font gagner du temps aux personnes qui automatisent, qui veulent créer des opérations de marketing d'influence. Ils gèrent toute la relation, et notamment tout ce qui est les aspects légaux. Ça, c'est très important. Et puis, ils apportent aussi une transparence, une certaine transparence sur les KPI, sur les résultats de l'opération. Bien sûr, sur ce type de plateforme, on va trouver majoritairement des petits influenceurs et pas des gros. Les gros influenceurs vont avoir un tel pouvoir de négociation qu'ils n'ont pas besoin de passer par une plateforme qui va essayer de standardiser la relation et ponctionner une commission. Et puis là, c'est la nouveauté. C'est pour savoir avec quel influenceur une marque peut travailler, une des plateformes d'intermédiation a fait appel à IBM et leur solution d'intelligence artificielle qui s'appelle Watson pour pouvoir faire du match automatisé entre annonceurs et influenceurs. Voilà. Alors, pour conclure, l'influence a évolué, on a vu des nouveaux visages, on a vu des nouveaux formats, des nouvelles relations, des nouveaux profils, et on est passé, nous, à notre sens, de rising journalists, des journalistes en devenir, à vraiment des artistes, des créateurs qui ont envie de partager leur création. Et ça, c'est une forme de nouvelle génération d'influenceurs. Et pour traiter avec cette génération d'influenceurs, pour faire des opérations de marketing avec ces influenceurs, il y a un mot qui aujourd'hui clé en 2017 et dans les années à venir certainement, c'est ce mot qui revient de collaboration et qui est souvent représenté par le signe X, marque X influenceur ou l'inverse. Et voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'une collaboration? C'est une relation one-to-one entre une marque ou un responsable de marque et un influenceur, mais on peut faire ça avec plusieurs influenceurs. C'est un apport créatif, ça c'est hyper important. Certaines marques n'ont pas de facilité pour créer leur propre contenu, et donc ils utilisent les influenceurs avant tout comme des gens qui vont pouvoir créer du contenu que eux-mêmes n'ont pas la liberté de faire en interne. Et puis publicity, dans le sens il faut montrer quand on est un influenceur ou quand on est une marque qu'on fait appel à l'influenceur et inversement. Alors pour conclure, voilà, on propose cette pyramide qui permet de structurer les différents types de marketing des influenceurs. Quand on travaille avec un influenceur qui a une influence importante, on va faire des collaborations. Quand on est avec une dizaine, une trentaine, une cinquantaine d'influenceurs, on va plutôt monter ce qu'on appelle des social clubs, c'est-à-dire des communautés en vrai. Et puis quand on travaille avec énormément d'influenceurs, on va plutôt monter des top fan programs. Voilà, merci beaucoup. Oui, j'ai été à peu près bon. J'aurais voulu être un petit peu plus rapide, je suis désolé.